Bonsoir Axel Ziegler, merci beaucoup de nous accueillir déjà avec Fabrice chez Epitech. Donc j'ai une question qui est très simple, très pointue, très efficace. C'est quoi la tech? Ouais, ah oui, c'est vaste, remarque. Donc j'ai 32 secondes. La tech, c'est finalement, enfin ce qu'on appelle la tech, c'est finalement l'ensemble des utilisations des moyens que l'informatique, Internet, les réseaux ont mis à notre disposition dans les 20, 30, 40 dernières années. Donc la tech, ça veut tout rien dire. La tech, ça peut être l'utilisation technique. Être développeur, c'est un métier tech. Faire du réseau, construire des ordinateurs, ou ça peut être des applications dans des domaines sociétaux, dans des domaines qui aident à résoudre des problèmes de société, ou dans des domaines plus douteux qui peuvent aider à créer des problèmes de société. Oui, vous imaginez bien qu'on a quand même une question un peu plus précise à vous poser. Alors la tech, vous avez un peu dressé un tableau général de ce que c'est, des différents domaines, etc. Mais c'est aussi plein de termes techniques hyper compliqués, la tech, qui passent un peu partout aujourd'hui dans les médias, qui font un peu des polémiques aussi parfois. On en a choisi quelques-uns. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous aider à décrypter un peu tout ça et nous dire ce que c'est que la data economy, le machine learning, les IoT, tout ça? On va y aller progressivement, mais... On peut essayer, oui. Je vous en prie. On va peut-être... Fabrice, si tu veux lui poser Sur la la question. data economy. La data economy d'abord. Alors, dans l'ensemble, la data economy, c'est Internet, ce que j'ai décrit, ça a engendré des quantités de données invraisemblables. Enfin, je pense que c'est pas facile à comprendre, à se représenter mentalement ce que ça représente comme quantité de données. Moi, je me rappelle des débuts d'Internet, de Wikipédia et tout, et on disait ça fait 20 000 encyclopédies, puis ça fait 50 000 encyclopédies, puis ça fait 100 000 encyclopédies. Concrètement, maintenant, si on écrivait les données sur des feuilles de papier, ça pèserait plus lourd que la Terre. Les échelles n'ont plus aucun sens, et donc l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, parce qu'évidemment l'implication, c'est que plus personne peut matériellement espérer le lire, enfin je veux dire, une fois qu'on a cette quantité de données là. Et donc tout l'enjeu de la data economy, c'est de chercher toutes les stratégies pour utiliser toutes ces informations de façon suffisamment automatisée pour que leur volume devienne gérable. Et c'est très délicat, parce qu'en fait ça veut dire qu'on ne va pas tout lire, et donc c'est des algorithmes, c'est des trucs techniques, magiques, qui vont choisir quelles données on garde et quelles données on garde pas, quelles données significative, importante, et qu'elle ne donnait pas. Et en fait, c'est une très grosse responsabilité. Et la data economy, on en est au cœur aussi. Il y a nos données, il y a... Alors, parmi ces quantités invraisemblables de données, il y a vos mails, vos posts Facebook, vos photos, la liste des appels téléphoniques que vous avez passés, les différents abonnements que vous avez pu prendre, vos commentaires sur des blogs, oui. Bah, on a aussi choisi ce sujet aujourd'hui de la tech parce que on en entend beaucoup parler, et avec un espèce d'a priori toujours un peu positif dans cette startup nation. Tout ce qui est tech, tout ce qui est digital, c'est trop bien. Mais peut-être prendre un peu de recul et un peu peut-être sur une notion qui va permettre de le faire un peu plus facilement, qui est le machine learning et toutes ces applications, donc l'intelligence artificielle, plus tard la reconnaissance faciale, etc. C'est quoi Est-ce que ça va apporter du bien à l'humanité, ou est-ce que, au contraire, on est en train de se créer nos propres... Le machine learning, en 3 mots, et je présente ça volontairement d'une façon assez différente de ce qu'on dit en ce moment, c'est la capacité pour une machine de prendre un ensemble de données, de les apprendre et de faire exactement la même chose par la suite. Alors, c'est impressionnant parce que ça donne l'impression qu'une machine est intelligente, parce que si vous lui donnez plein de tableaux, elle est capable de refaire exactement les mêmes tableaux. Mais elle ne va pas créer de nouveaux tableaux, hein, c'est juste, elle recrée ce qu'on a donné. Et pour répondre à la question d'est-ce que ça va faire du bien ou du mal, moi je crois profondément que la tech, c'est amoral. C'est ni bien ni mal. La réponse, c'est ça dépend dans les mains de qui c'est et de à quoi ça va être utilisé. Est-ce que le machine learning dans les mains de l'armée américaine, c'est un peu flippant? Ouais, il n'y a pas de doute. Est-ce que le machine learning mis au service de l'accompagnement de l'apprentissage de la langue, la traduction automatique pour permettre à des gens qui viennent de cultures ou de pays différents de communiquer, ça peut apporter du bien à l'humanité? Moi, je crois qu'il n'y a pas de doute non plus. La question qu'on va devoir se poser collectivement, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? Est-ce qu'on le laisse aux mains de 5 multinationales et 3 gouvernements, ou est-ce qu'on se le réapproprie comme des biens communs? Merci beaucoup. Il y a aussi des sujets qui sont un peu connexes. Je pense notamment à l'IoT, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Alors, l'IoT, ce qu'on appelle l'IoT, c'est toutes les très petites machines qui sont devenues des ordinateurs. Avant, un aspirateur, c'était pas un ordinateur. Avant, une montre, c'était pas un ordinateur. Avant, un pluviomètre, c'était pas un ordinateur. Maintenant, toutes ces choses-là
des milliards d'autres. En gros, dès qu'il y a un écran et que ça fait quelque chose, ou même des fois juste il n'y a pas d'écran mais c'est connecté à quelque chose, en fait c'est un ordinateur. C'est toutes ces choses-là, individuellement, elles sont, c'est pas très grave, hein, un pluviomètre, bon, c'est un pluviomètre quoi. Mais toutes ces choses-là, toutes ensemble, elles permettent d'avoir accès à énormément d'informations, à énormément d'endroits différents. Alors, la blague récurrente de la sécurité sur l'IoT, c'est les caméras de surveillance, soit pour les bébés, soit pour surveiller le parvis de votre maison, qui en fait sont en général des gouffres de sécurité, parce que c'est produit à la chaîne par des entreprises pas très sérieuses, et donc qui permettent à peu près n'importe qui de voir chez vous ou le parvis de votre maison. Je ne sais pas si ça vous enthousiasme, moi moyen, mais Alexa, Google Home ou Siri chez Apple, c'est ça, donc tous ces trucs formidables que vous pouvez poser chez vous et à qui vous pouvez dire de passer de la musique, parce que quand même cliquer sur 3 boutons c'est fatigant. C'est aussi Google, Amazon ou Apple qui concrètement ont un micro connecté à Internet installé chez vous en permanence. Comme tout, c'est pas intrinsèquement bien ou mal, la question c'est qu'est-ce qu'on est prêt à céder, à quoi on est prêt à renoncer pour son confort. Il y a une phrase que j'aime bien, qui je pense s'applique aussi à la tech, qui est on a commencé à perdre quand on pense que la sécurité est plus importante que la liberté. Peut-être qu'en ce moment, on est en train de se dire que le confort, c'est plus important que la liberté. Et peut-être que c'est une question qu'on sera amené à se poser de façon un peu aiguë dans les années qui vont venir. Ouais, c'est ça. Et la sécurité aussi, hein, parce que tout ce qui est tech, tous ces outils-là, ils permettent aussi aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe en Chine, par exemple, à ce niveau-là. Je ne sais pas si Fabrice, tu veux dire un mot là-dessus. Oui, la Chine, c'est pas forcément une démocratie libérale. La reconnaissance faciale, c'est Black Mirror, ils l'ont déjà appliqué. Vous avez une espèce de carnet citoyen pour tout le monde, donc vous avez une note qui baisse ou qui monte, et plus elle baisse, moins vous avez accès à certains emplois. Si vous êtes très très mauvais citoyen, vous n'avez plus le droit de sortir de votre ville, et c'est déjà acté, c'est en train de se faire. Donc comme disait Axel, c'est ni mal ni bien, il faut être juste conscient de ce qu'on fait avec. Alors effectivement, laisser Alexa toute la journée ouvert quand il y a toute la famille ou des amis, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et pour revenir sur la conscience des choses qu'on fait, nous, c'est exactement ce qu'on fait avec nos étudiants. On bosse beaucoup sur l'innovation positive. Et en tant Tech for good. Alors oui, on peut dire ça, impact et tout ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que nos propres développeurs qui développent, donc les étudiants qui vont développer les outils de demain, soient conscients de l'outil un peu exponentiel qu'ils ont entre les mains, parce qu'il y a des conséquences assez faramineuses qu'ont fait la Chine, mais Snowden a sorti il n'y a pas très longtemps son bouquin, je vous invite à le lire, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière notion peut-être que vous avez envie de réagir sur ça, je ne sais pas, je vous ai vu. Ouais. Alors il y a un dernier mot que je sais, Fabrice est très fan de ça, c'est la blockchain. Est-ce que vous pouvez nous parler de la blockchain ? Alors la blockchain, c'est une technique extrêmement efficace pour brûler de l'énergie, pour faire un truc qu'on savait très bien faire en brûlant moins d'énergie. Ouais, pardon, c'est pas sexy comme définition, on aura compris, moi je suis pas... À la base, il y a une idée qui est intéressante derrière la blockchain, qui est en gros comment est-ce qu'on peut garantir que quelque chose est vrai en n'ayant pas d'autorité centrale qui nous dit que c'est vrai, en n'ayant pas de tampon. Mais si on prend un tout petit peu de recul sur cette question, c'est pas un vrai problème qui existe dans la vie à part pour l'argent. Je veux dire, quand vous signez un contrat, la plupart du temps, vous n'allez pas le faire certifier, à part quelques cas très particuliers, vous n'allez pas le faire certifier par un notaire en fait. On considère que l'existence du papier à votre signature suffit. Et le défaut de la blockchain, c'est que ça résolvait un problème très spécifique et très pointu au début. Et on s'est mis à se dire que du coup, puisque ça existait, on pourrait peut-être l'utiliser pour tout, pour des trucs que jusque-là, on était très content de signer avec un bout de papier ou un mail de confirmation, ou enfin des solutions finalement plus simples et énergétiquement moins lourdes. Et c'est en train d'un peu de devenir le truc de tiens, éventuellement, on pourrait tout certifier avec la blockchain. Moi, un peu comme je suis pas sûre de vouloir vivre dans un monde où il y a des micros chez les gens, je suis pas sûre de vouloir vivre dans un monde où pour se mettre d'accord entre deux personnes, il faut aller faire un calcul cryptographique sur un ordinateur en Chine et brûler l'équivalent de la consommation de mon four pendant une semaine. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Est-ce que je peux juste... On a dit plein de trucs hyper négatifs pour la tech, et moi la tech c'est mon métier, c'est un truc que j'adore. Alors je voudrais aussi raconter la version positive et un peu peut-être... vous inciter tous collectivement. La tech, c'est aussi la tech, Internet, les ordinateurs, c'est aussi un truc qui permet de lever des barrières géographiques, des barrières de langue, des barrières de communauté. On peut parler à n'importe qui, on peut parler à des gens
à des gens qui sont ailleurs, qui partagent nos opinions, on peut parler à des gens qui parlent d'autres langues, qui viennent d'autres cultures, à des gens à qui on n'aurait pas eu accès, parce que la ségrégation géographique, même à l'intérieur d'un pays comme la France, c'est une réalité. Et si on décide qu'on n'abandonne pas ce terrain-là à Facebook, j'ai rien contre Facebook, Google et Apple, enfin je veux dire, ils font aussi des choses bien pour l'humanité. Amazon, je suis pas sûre. Mais si on décide qu'on n'abandonne pas ce terrain-là à ces gens-là, si on décide qu'on se réapproprie ces moyens-là, qu'on refait des choses ensemble. On a entendu plein de pitchs de projets sur le terrain ensemble, c'est très intéressant. On peut aussi faire des projets collectifs sur Internet, on peut aussi recréer des sites qui ne sont pas hébergés sur Facebook, on peut aussi créer des communautés. Je pense que sur des questions de lutte politique, de lutte pour défendre des droits en particulier, je pense à des droits de minorité, je pense que Internet a eu un impact positif incroyable parce que ça devient extrêmement facile d'être en contact. Et il faut aussi garder cette idée positive de la politique. Vous avez des de la tech. exemples? C'est exactement ce qu'on en fera. Ah, super Axel, merci beaucoup pour cette précision. Bien sûr, vous vous doutez bien que le reste de la table ronde, il va aussi être là pour un peu éclairer comment la tech justement est un levier d'opportunité, d'innovation sociale et peut-être aussi de lien entre des gens qui ne se parlent pas. Vous avez dit un truc super intéressant sur lequel j'espère qu'on reviendra tout à l'heure, mais peut-être que vous pouvez l'illustrer. Vous avez dit qu'aujourd'hui la tech, ça a permis à des peuples de se libérer, à des minorités de prendre un peu plus parce que vous avez peut-être plus de... Alors, il y a des exemples tarte à la crème. Je pense que tout le monde a en tête l'influence des réseaux sociaux dans les révolutions en Iran, en Syrie, en Tunisie, et c'est probablement des choses qui auraient été difficiles sans. Quoi qu'on en pense, ça a un impact aussi aujourd'hui sur la capacité de gens en France à se fédérer. Mais ça aussi, je pense, et je pense qu'il y a des gens plus concernés que moi dans la salle qui pourront en parler, mais en tout cas, moi j'ai l'impression, de façon très forte, ça a permis à des minorités, et en particulier des minorités de femmes, d'être en communication entre elles, de créer des associations, de créer des groupes de discussion. Je sais qu'il y a un activisme numérique autour de la question du voile, autour de la question du racisme, de l'intersectionnalité, du racisme contre les femmes en particulier, qui est très très fort et qui, je pense, ne serait pas possible s'il devait se dérouler strictement dans l'espace physique, parce qu'il y a cette ségrégation géographique, parce qu'il y a une difficulté. Alors je pense aux femmes en particulier, parce que pour le coup je suis concernée, il y a une difficulté peut-être plus forte pour les femmes à participer à des lieux de réunion collective, parce que c'est souvent elles qui sont responsables de la maison, des enfants, et que en fait concrètement ça crée des contraintes de calendrier. Et Internet, la tech, permet aussi de lever ces barrières-là. Et j'ai pris 2 exemples, parce que c'est ceux auxquels je me suis intéressée, mais je pense qu'il y en a des tas de cas où effectivement des gens qui ont eu plus de difficultés à se fédérer ont pu utiliser Internet pour le faire et pour se parler entre eux, ne serait-ce que déjà mettre en commun leurs expériences et les questions qu'on a envie de voir traiter. Merci beaucoup. C'est vrai.